messieurs, bonjour. Il est midi à Dakar et partout au Sénégal, 12h GMT. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. Première interrogation sur la présence de Massata Diack au procès de son père pour corruption en France. Les avocats de l'agent marketing restent évasifs sur la question. Vous les entendrez dans ce journal. Bus rapide transit, le tarif projeté du trajet entre Petersen et Guédiawaye est entre 300 et 500 francs CFA. Révélation du directeur du CETUD au lendemain du lancement des travaux du BRT. L'inquiétude des pêcheurs du Sénégal devant la prolifération des usines de farine de poisson et dans la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, ils ont organisé une mobilisation sociale à Saint-Louis pour porter le plaidoyer. Dans l'actualité religieuse, le coup d'envoi de la Bourda ce soir à Tivaouane, à un peu plus de 10 jours du Gamou. En prélude au Maulid, le service d'hygiène de Thiès se mobilise contre la dengue et les denrées interdites à la consommation. À suivre également notre reportage du jour sur le Maulid. Les titres inter avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Un éboulement de terrain fait plusieurs morts et de nombreux disparus au Cameroun. Situation politique tendue en Guinée-Bissau. Quelle explication faut-il en faire? Ces crises politiques répétées, selon l'analyste politique Barkaba, résultent de deux faits, l'histoire de la guerre de libération et les soubresauts qui secouent le PAIGC. Le développement tout à l'heure, le sommaire du journal des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Tour de recadrage de la Coupe CAF. Génération Foot à l'assaut des Béninois de l'École nationale d'administration. Les champions du Sénégal veulent gagner et largement pour mieux voyager pour la phase retour. Coupe du monde des U17 après la brillante victoire du Sénégal devant les États-Unis. Les protégés de Malik Daf se frottent aux Pays-Bas. Objectif pour les Lionceaux, gagner pour s'ouvrir les portes du deuxième tour. On parlera également du début de la 11e journée de la Liga espagnole avec le Barça qui joue contre Valladolid. Notre dossier politique sur les récents limogeages de responsables de l'APR qui se sont prononcés sur le troisième mandat présidentiel. Et puis, point de vue aujourd'hui, nous parlons de la ligne de communication que le président Macky Sall a tracée à ses partisans au sujet de ce troisième mandat, sous peine de sanctions à l'image des récents limogeages de certains responsables de son camp. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. D'abord, cette information 48 heures après la mort d'Abdou Elenkin Diatta, secrétaire général autoproclamé du MFDC et de deux autres personnes tuées par balle à Mlomp. La gendarmerie poursuit son enquête. Plusieurs personnes ont été auditionnées par les hommes en bleu pendant ce temps, les familles des victimes attendent toujours de recevoir les corps pour leur inhumation. Information de notre correspondant sur place, Lamine Ba. Autre chose maintenant, le procès de Lamine Diack, ancien président de l'I2AF et de son fils Pape Massata Diack est prévu du 13 au 23 janvier 2020 en France. Ils sont poursuivis pour corruption et concussion dans une affaire de dopage. Mais déjà, les avocats de Pape Massata Diack entretiennent le flou sur la présence effective de leurs clients au procès. Ils parle de prendre la décision, la bonne décision, le moment venu. Écoutons Maître Moussa Sarr, un des conseillers de Diack fils au téléphone d'El Hadj Ndiogou Diène. Nous étions déjà informés de la prise de l'ordonnance de renvoi et également de la fixation de l'audience depuis plusieurs semaines. Nous étions déjà informés depuis plusieurs semaines de la tenue de cette audience à cette période-là. Nous l'envisageons avec beaucoup de sérénité parce que nous n'avons rien à se reprocher. Et je rappelle que nous bénéficions de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Donc nous l'abordons avec lucidité et avec sérénité. Est-ce que Pape Massata Diack va aller répondre à la justice française pour ce procès? Sur cette question, je ne saurais répondre à l'instant. En tout cas de cause, nous sommes en train d'apprécier, d'analyser et de mettre en place une stratégie de défense. Et le moment indiqué, nul n'en ignorera notre position. L'audience est prévue au mois de janvier. Et d'ici le mois de janvier, nous avons 2 mois. En tant qu'avocat, c'est pas maintenant qu'on va développer une stratégie de défense sur la place publique. Nous sommes dans une phase d'analyse, dans une phase d'appréciation pour poser plusieurs hypothèses de stratégie de défense. Et le moment venu, la presse, l'opinion publique nationale et internationale sera informée. Mais maître, la question est très simple. Votre client, Pape Massata Diack, va-t-il, oui ou non, être présent à ce procès? Je dis encore une fois, le moment venu, nous apprécierons. Pour le moment, je ne peux pas donner de réponse sur cette question-là.
12h05, vous suivez le grand journal de la RFM. Au lendemain du lancement officiel des travaux du bus rapide transit par le président Macky Sall, on en sait davantage sur les conditions tarifaires et le mode d'exploitation du système de transport de masse. Les tarifs du BRT seront compris dans la fourchette entre 300 francs CFA et 500 francs CFA. C'est une révélation du directeur général du CETUD, le conseil exécutif des transports urbains de Dakar. Thierno Birahim Aou précise par ailleurs que la concession pour l'exploitation du projet sera fixée à 10 ans. Il était l'invité de RFM Matin. Les tarifs seront à un niveau très acceptable. On n'en est pas à confirmer à ce stade le coût unitaire, mais sera complètement dans les capacités à payer des usagers qui font le trajet entre Guédiawaye et Dakar. Aujourd'hui, un tarif moyen observé autour de 300-400 francs, mais largement dépassé, vous le savez, parce que finalement, on fait 2-3 trajets avant d'arriver à sa destination. Donc ce que je peux dire, c'est que ces données-là seront confirmées à l'issue de concertation avec l'ensemble des équipes impliquées, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera dans une fourchette très acceptable par rapport au niveau de confort, de qualité et de sécurité que nous apporterons aux usagers. Nous avons pris l'option de faire une concession courte de 10 ans, un marché à l'international, parce qu'il y a des compétences à acquérir pour des systèmes complexes, mais ce sont les Sénégalais qui vont être formés, qui vont exploiter ce BRT, qui vont aussi faire partie de ces bâtisseurs. Donc 10 ans, ça nous permet, avec l'intégration des opérateurs locaux dans la structuration du projet, de très vite monter en compétence pour qu'on puisse demain, ce n'est pas une durée très longue, confier aux Sénégalais des modes d'exploitation complexes et étendre le réseau de BRT à toute l'agglomération dakaroise qui en a besoin. Parlons maintenant d'un autre projet à fort contenu environnemental, mais cette fois-ci au niveau décentralisé. Le département de Podor, appuyé par le conseil départemental des Yvelines en France, vient de lancer un programme Zéro déchet, un projet d'un montant global de plus d'1 milliard de francs CFA qui permettra aux communes bénéficiaires d'assurer la collecte, le tri, la transformation et la valorisation des déchets. Notre correspondant à Saint-Louis, Mohamed Nabissila, a assisté au lancement du projet dans la commune de Pété. Voici son reportage. Avec l'appui des Yvelines dans le cadre de la coopération décentralisée, le département de Podor déroule un projet de plus d'1,5 milliard de francs CFA pour la gestion des ordures. Son président Mamadou Dia a insisté sur le volet tri, transformation et valorisation des déchets. On va prendre ce qui est carton, c'est à part, ce qui est verrerie, c'est à part, ce qui est plastique est à part. Et cela permettra de pouvoir créer de petites unités industrielles de transformation du plastique en ustensiles de cuisine, en d'autres objets réutilisables. L'utilisation des déchets va aussi conduire à la production d'énergie, et notamment la production de gaz méthane, qui permettra de pouvoir améliorer la qualité de l'alimentation électrique dans plusieurs foyers. Également, un contrôle du travail sera effectué dans les 22 communes qui sont concernées à terme. On ne peut pas mettre l'argent de la coopération décentralisée sans exercer un contrôle valable sur l'ensemble des activités qui sont menées. La commune de Pété, qui a reçu déjà du matériel, opte pour zéro déchet. Son maire Djibi Mbaye l'a précisé. Pété ville propre, Pété zéro déchet. Mais ce que les femmes de Pété font dans le cadre de l'écologie, ça passe de commentaires. Tous les quartiers presque ont des jardins agroécologiques. L'appui répond à une philosophie de coopération. Monsieur Pierre Pété, président du conseil départemental des Yvelines. Pourquoi vient-on, nous, de France, ici, au Sénégal et au Fouta? Et que vient-on faire? Dans quel état d'esprit sommes-nous? Pensez que sur cette planète, on est une grande famille. Et que dans cette grande famille, il y a des liens particuliers entre la France et le Sénégal, entre les Yvelines et le Fouta. Le conseil départemental a engagé les élus du département pour la réussite d'un tel projet. RFM Saint-Louis,
Mohamed Nabissila. Restons dans la région de Saint-Louis où la coalition nationale pour une bonne gestion des espèces pélagiques mène le combat pour la sauvegarde de la ressource face aux menaces que constitue la prolifération des usines de farine de poisson, la prochaine exploitation des ressources pétrolières et gazières offshore, ainsi que la pêche massive des bateaux étrangers. La coalition a organisé une mobilisation sociale à l'hydrobase de Saint-Louis. Voici le porte-parole de la structure, Mamadou Diop Tchoun, au micro de Mohamed Nabissila. Le plaidoyer porté à Saint-Louis est un plaidoyer qui reste unanime pour tous les Sénégalais, quand on sait que nous partons de la côte nord à la côte sud, les 718 km de côte. L'implantation des usines pose problème, parce que le milieu pêche sera impacté. Quelle est la reconversion pour les pêcheurs? Quelle stratégie mettre en place pour la gestion de la pêche et du pétrole? Mais nous avons aujourd'hui des conditions climatiques que nous ne maîtrisons pas, des conventions que nous cherchons à respecter, alors que le pétrole vient maintenant d'apparaître. L'espace sera réduit non seulement entre les champs et les puits, mais l'espace sera réduit sur la migration de l'espèce. Et ces espèces, c'est des espèces de migration côtière. Quand il y a aujourd'hui le système les campagnes sismiques, les dynamiques aujourd'hui, les répercussions, ça change aujourd'hui. Non seulement la traçabilité de cette migration pélagique, mais ça change les espèces de fond. Et ça bouleverse aujourd'hui les mammifères qui aujourd'hui vont être délocalisés. Puisqu'on va vers l'exploitation, puisque nous devons être interpellés à mettre en place un dispositif d'air marine protégé. RFM 94.0, la radio en puissance. Ce 29 octobre, journée consacrée aux AVC. Les signes d'un accident vasculaire cérébral ne doivent pas être ignorés. C'est une priorité de les connaître pour permettre d'identifier et de débusquer un AVC dans les plus brefs délais et permettre une prise en charge précoce. Des moyens de traitements efficaces existent, mais ils ne sont pas accessibles à tous. Voyons tout cela avec Nafissatou Silla. Qui peut reconnaître les symptômes d'un accident vasculaire cérébral? Ce n'est pas donné à tout le monde, certes, mais il est inconcevable d'ignorer les signes d'alerte dont nous parle le docteur Aloyse Diouf, neurologue. Comment reconnaître un accident ischémique transitoire qui est lié à une obstruction d'une artère à destinée cérébrale avec un signe déficitaire d'origine neurologique spontanément résolutif? En moins d'une heure, la personne retrouve ses capacités perdues précédemment. Le plus souvent, nous pouvons avoir des signes moteurs avec une paralysie de tout un hémicorps ou bien une paralysie de la face qui se manifeste par une déviation de la bouche du côté sain au niveau du bras. On peut avoir également une amorose transitoire, la personne perd la vue. D'autres signes avant-coureurs sont aussi visibles. On peut avoir une personne qui spontanément tombe sur les genoux. On peut avoir une suspension transitoire du langage, des fourmillements au niveau d'un hémicorps ou bien au niveau de la face ou bien au niveau du bras. Et toutes ces manifestations sont susceptibles de régresser en moins d'une heure. D'où l'intérêt de pouvoir les reconnaître. Il existe deux types d'AVC, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. Une fois décelés par scanner et ou IRM, une prise en charge précoce est censée réduire les séquelles, mais les moyens de traiter efficacement ne sont pas partout accessibles. La thrombectomie n'est pas encore au Sénégal, la thrombolie vient à peine d'arriver. Quand même, qu'il arrive tôt et qu'on arrive à faire la thrombolie et qu'il soit dans les délais pour recevoir la thrombolie, le taux de récupération du déficit est plus important, le taux de décès est moindre par rapport à ceux qui n'ont pas reçu la thrombolie. Donc, c'est une prise en charge qui a révolutionné l'AVC ischémique et que les malades peuvent bénéficier s'ils arrivent tôt. À l'hôpital Fann, actuellement, on a tout ce qu'il faut pour faire la thrombolie, sauf un élément, c'est le produit, qui coûte cher. Si le malade peut l'acheter hors de l'hôpital et nous l'amène, on peut le faire, mais là, ça coûte cher. Je pense que c'est le moment pour que les autorités font tout pour que le pays ait ça, pour toute la population, pour que ceux qui font l'AVC bénéficient du traitement. Je pense que ce serait l'idéal. Si une seule de ces manifestations commence à s'installer, il faut une consultation systématique en milieu spécialisé afin d'éviter les séquelles, souvent irréversibles. Tout autre chose maintenant, les étudiants du privé orientés par l'État les années passées vivent un véritable calvaire pour percevoir leur bourse ou leur aide. Plusieurs d'entre eux ont passé la nuit devant l'établissement ITECOM, Institut Technique de Commerce, par exemple, afin de s'inscrire sur les premières listes afin de percevoir ces bourses et aides. Ces derniers sont pour la plupart venus de Thiès, Mbour ou Kaolack. Ils demandent à l'établissement une meilleure organisation afin
afin d'éviter que cette situation se répète. Djouma Diouf. Percevoir leur bourse ou aide, la croix et la bannière pour les nombreux étudiants qui ont assiégé la devanture de l'Institut technique de commerce. Certains ont même passé la nuit à la Belle Étoile. C'est le cas de Konaté, un étudiant du dit établissement. Regarde mon visage, j'ai passé la nuit ici et on n'a pas démarré à faire l'accueil ici. On a été à Ukao puis au camp Jérémy et là-bas, il ne paye qu'un petit nombre de personnes. On est nombreux à retourner sans recevoir nos sous. Des étudiantes aussi sont dans la même situation qu'au Konaté. Elles ont passé toute la soirée sur le canal 4. C'est vraiment difficile car nous sommes là depuis hier. On a quitté Thiès pour venir à Dakar. Arrivé, on a fait la queue et on a fini par passer la nuit ici. Finalement, c'est au milieu de la nuit qu'une femme est venue nous récupérer et nous a installés dans son salon. Sous l'anonymat, cet autre étudiant dénonce un manque de communication, ce qui rend difficile les choses. On dirait qu'on est dans un jeu de cache-cache. Depuis hier, on est là, on est ici. On ne savait même pas qu'on devait payer une certaine somme d'argent pour recevoir nos bourses. Tous fustigent l'attitude de la direction qui, selon eux, minimise leurs bourses. Il y a de ces autorités qui sont dans cet établissement. Quand on leur parle des difficultés que nous rencontrons chaque jour pour percevoir ces bourses, ils nous disent que, bon, pour uniquement 60 000 francs, vous vous battez comme si... En fait, ils ne se rendent même pas compte de la difficulté que nous rencontrons à chaque fois que l'on vient pour percevoir les bourses. Pour l'heure, ces étudiants désespérés souhaitent un meilleur traitement et une organisation irréprochable afin d'éviter ultérieurement une telle situation. Sur le front syndical, sit-in du collectif des délégués de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ces travailleurs dénoncent entre autres la mauvaise gestion du DG, j'ai cité, le retard de paiement des 150 prestataires, les recrutements non justifiés et le non-paiement des primes de performance de certains agents. Ils exigent le départ du DG et l'audit de la boîte par l'inspection générale d'État. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La communauté musulmane s'apprête à célébrer le Maulid qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En attendant, les veillées de prière communément appelées Bourde ou la Bourda vont démarrer ce soir. Quel est le sens de la Bourda suivant les explications de Mansour Sy, président du mouvement Tivaouane Ville Lumière de la Tidjaniya? Les gens disent bourde, alors qu'en français, si tu dis bourde, c'est une gaffe. Alors que le nom francisé de la bourde, on dit bourde tout en arabe. On pourrait élaguer le ta morbouta. Cela va vous donner bourda, raison pour laquelle on aimerait bien dire la bourda. La raison de la bourda, tel que initié par Seydi Hadji Malick Sy, bon, c'était dans un contexte bien spécial. C'est dans le contexte bien spécial parce que ce sont des thématiques bien élaborées par ce grand homme de Dieu qui est Imam Boussaïri, qui a une relation privilégiée entre lui et Seydi Hadji Malick Sy, l'initiateur au niveau national. Le sens, c'est-à-dire, il voudrait magnifier la réalité mohammedienne par rapport à 10, c'est-à-dire dans 10 compartiments. C'est le sens de la Bourda. Dans un autre contexte, Seydi Hadji Malick Sy avait initié la Bourda uniquement pour les 10 jours avant le Mawlud. Tous ces talibés qui étaient dans des contrées très lointains viennent vers lui pour lui rendre compte du travail qu'il faisait par rapport à leur région et à leur département. Chaque jour, il y a une contingence qui vient, qui rend compte. Après, il vous donne les nouvelles recommandations et tout repart. D'une part et d'autre, c'était le but de la Bourda. Aussi pour magnifier la réalité mohammedienne. À suivre tout à l'heure notre reportage Mauloud. Ce sera dans la deuxième partie du journal. Toujours dans l'actualité religieuse, la position du Khalif général des Tchantakoun sur la nouvelle démarche adoptée lors des Tchant bien accueillie par les fidèles. Selon Ibrahima Diagne, membre de la cellule de communication, Serigne Saliou Thioune fait dans la continuité car son défunt père, c'est son défunt père qui lui a montré le chemin avant de mourir. Salimata Aou. Un digal du nouveau Khalif général des Tchantakoun, Serigne Saliou Thioune. Le voile obligatoire est moins de folklore. Pour Ibrahima Diagne, membre de la cellule de communication, ce n'est pas une innovation. Cheikh Béthio recadrer ses talibés. Pas une innovation. Serigne Saliou, je pense qu'il s'inscrit dans la continuité de ce que son père faisait. Cheikh Béthio, ceux qui sont habitués à ces chants savent que
À plusieurs occasions, il a saisi le micro pour remettre, je peux dire, entre guillemets, les points sur les i à plusieurs reprises. Donc, il a demandé d'arrêter, par exemple, les tam-tams. Donc, Cheikh Béthio, à plusieurs occasions, quand il sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qu'on a introduit et qui ne fait pas partie quand même de cette voie qu'il a tracée, il arrête. Le Tchantakoun poursuit que la danse et le chant font partie de la religion musulmane et cela, beaucoup l'ignorent. Beaucoup dans l'islam, dire que le fait de battre des tam-tams ou de danser, c'est haram. Alors que ça, mais tu ne peux pas parler de l'islam sans parler de la danse. Je peux rappeler par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous entendez chanter dans les palais des monarques arabes là. Mais ça, c'est une chanson qu'on chantait lors de son accueil à Médine. Et on chantait et on dansait. Mais dans l'islam, la danse est condamnée si le motif est autre que Dieu. Mais parce que tu es gay, tu es dans le chant. Le chant que Serigne Saliou a dit en s'adressant à Cheikh Béthio, c'est le meilleur des adorations. Le Tchantakoun veut que les Sénégalais arrêtent de faire la confusion entre le chant et le folklore. Un mode politique pour finir, les récents limogeages de Sori Kaba et Moustapha Diakhaté, ils remettent au goût du jour le climat au sein de l'APR, même si l'on évoque surtout le débat sur un supposé troisième mandat. Tout cela est la résultante d'une somme de frustration dans le parti présidentiel où les militants de la première heure s'estiment trahis ou se positionnent. Georges Détié Diop. C'est une lapalisse. Les limogeages de Sori Kaba et Moustapha Diakhaté cachent mal, oui, très mal en malaise au sein de l'APR. L'ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur a payé pour son opinion sur le supposé troisième mandat. Mais ce n'est un secret pour personne. Sori Kaba n'est pas en odeur de sainteté avec certains responsables de l'APR à Fatick, au ministère des Affaires étrangères aussi. Quant à Moustapha Diakhaté, sa disgrâce est la conséquence d'une provocation. C'est à la limite qu'il cherchait son évincement. Et cela date de son départ de l'Assemblée nationale. L'un dans l'autre, les cas Sori Kaba et Moustapha Diakhaté sont la conséquence de frustration au sein du parti au pouvoir. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux à ruminer leur colère à visage découvert ou en silence au point que l'on ose affirmer que le feu couve à l'APR. La récente sortie de Youssou Touré contre Modou Diagne Fada et Thierno Lo et la rébellion du député Yaya Sow sont révélatrices de la crise qui guette le parti présidentiel. Leur dénominateur commun, la promotion de transhumants au détriment de militants de la première heure qui se sentent trahis. Et ce ne sera pas une surprise, dans un avenir proche ou lointain, que de grosses pontes de l'APR sortent du bois, le dernier mandat ne favorisant pas la situation. Si bien sûr ce le sera, des responsables vont se signaler pour se positionner. La guerre de succession va donc être enclenchée et les alliés vont à coup sûr entrer dans la danse. Ce qui veut dire que ça ne fait que commencer. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. Plusieurs morts au Cameroun après un éboulement. 11 morts et une cinquantaine de blessés selon RFI qui donne l'information. L'éboulement de terrain s'est produit à l'ouest du Cameroun et est dû aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville depuis 2 jours. Au Mali, des enseignants enlevés, libérés par leurs ravisseurs. Prise d'otages près de Mopti, des enseignants enlevés par des terroristes ont été libérés. Information confirmée par Bamako, Virginie Léontine Sagna. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale de la libération effective des enseignants enlevés le 25 octobre 2019 lors de l'attaque des établissements scolaires de la localité de Koriense par des individus armés. Selon des sources locales, 6 enseignants, 5 selon le gouvernement malien, avaient été enlevés par des assaillants venus nombreux, armés et à moto jusque dans l'école, a indiqué un membre du conseil municipal de cette localité située à quelques 150 km au nord de la capitale régionale Mopti. Selon une source sécuritaire malienne, ils ont attaqué l'école car des cours y sont dispensés en français. Quelques 920 écoles sont fermées au Mali, dont plus de 2 tiers dans le centre de ce vaste pays du Sahel, en proie depuis 2012 à des insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes meurtrières et à des violences intercommunautaires.
La Guinée-Bissau dans une instabilité permanente. Et cela s'explique, Souleymane, par l'histoire de la guerre de libération et les soubresauts qui secouent le PAIGC, le parti au pouvoir. Barkaba, analyste politique, au téléphone avec Virginie Léontine Sagna. Il y a plusieurs raisons qui expliquent l'instabilité chronique que vit la Guinée-Bissau, mais à mon avis, le principal facteur de trouble dans ce pays réside dans l'histoire même de la libération du pays par le PAIGC, le parti d'Amilcar Cabral, qui est devenu, après la libération, le parti dominant de la vie politique bissau-guinéenne, de la Guinée-Bissau, mais qui est déchiré par plusieurs luttes de factions. Toute l'histoire politique de la Guinée s'explique d'abord sous ce prisme-là, des combattants, des anciens combattants de la guerre de libération qui ont capturé après l'État guinéen et qui n'ont pas cessé sous différentes formes, sous différentes chapelles de centres déchirés, et malheureusement jusqu'à cette dissolution qu'on a vécue hier, tout s'explique d'abord par des luttes de factions consécutives à une féroce guerre des places au sein du PAIGC. Le président José Mario Vaz a dissous le gouvernement dirigé par Aristide Gomes hier soir, une forte décision qui intervient à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. L'incertitude plane désormais sur la tenue à date échue de ce rendez-vous électoral en Guinée-Bissau et juste terminé par le Kenya où l'ancien président Daniel Arap Moi est de nouveau hospitalisé. La presse kenyane est alarmiste. Certains journaux ont écrit que Daniel Arap Moi est dans un état critique, mais son entourage déclare le contraire. L'ancien président a gouverné le Kenya de 1978 à 2002. Souleymane, c'est tout. Merci, Binta Diallo. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, tout à l'heure, nous parlerons de la ligne de communication imposée par Macky Sall à ses partisans au sujet du thème du troisième mandat. Nous en parlerons avec Dr Mor Faye, spécialiste de la communication, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et avec Hassan Samb, analyste politique, directeur de publication de Réumi Quotidien. RFM Sport. Bonjour, Malal Diagne Junior. Bonjour Souleymane. Coupe CAF, l'équipe de Génération Foot croise le vainqueur de la Coupe du Bénin. Oui, c'est l'équipe de l'École nationale d'administration du Bénin qui est à Dakar. Les deux entraîneurs et les capitaines des deux équipes qui vont s'affronter demain à 18h au Stade La Dior étaient face à la presse ce matin. Nous y reviendrons au cours de cette page sport, mais avant cela, allons à la découverte de cette équipe universitaire qui depuis quelques années titille le sommet du football béninois et africain avec la présentation de Sodecham. Génération Foot va affronter l'ESAEFC pour les matchs de barrage de la Coupe de la Confédération, un club d'étudiants de l'École supérieure d'administration, de management et de journalisme. Fondé vers la fin des années 1990, la Diobi FC, devenu ESAEFC, a découvert l'élite du football béninois en 2011. L'ESAEFC, récent vainqueur de la Coupe du Bénin, est actuellement le seul club en lice pour défendre les couleurs béninoises en compétitions africaines. L'ESAEFC est l'un des deux clubs universitaires du championnat du Bénin. Cependant, tous ces joueurs ne sont pas des étudiants. Le reste de l'effectif est constitué d'éléments dotés d'une expérience dont a besoin l'entraîneur. 8e au classement du championnat béninois la saison passée et crédité de 4 points en 2 journées pour cette saison, l'ESAEFC est considéré comme l'invité surprise à cette étape de la compétition. Le représentant du Bénin pour la Coupe de la Confédération a éliminé les Mauritaniens de SNIM 7-0 sur l'ensemble des 2 matchs avant de mettre fin au rêve des Burkinabés de Salitas. Ce club béninois espère poursuivre la rapide ascension entamée ces dernières années, mais il faudra d'abord faire face à un club de Génération Foot qui commence à s'habituer aux compétitions africaines et gagne de plus en plus d'expérience. Une double confrontation qui s'annonce intéressante vu que ces deux clubs rêvent d'une qualification historique en phase de poule de la Coupe de la Confédération.
Coupe du monde U20, le Sénégal joue contre les Pays-Bas. Ouais, -3, U17, Suleiman. U17, voilà, -3 donc avec cette deuxième sortie prévue demain à 20h après la première victoire du Sénégal devant les États-Unis 4-1. Les Lions vont jouer pour la qualification au second tour. Cela passe obligatoirement par une victoire, mais attention, les Pays-Bas également comptent 3 points comme nous parce qu'ils ont battu le Japon. Comment donc on doit aborder cette rencontre? Réponse avec Souleymane Diallo, entraîneur de l'Union sportive de Ouakam. Donc il faut une très bonne entame, beaucoup de concentration pour mieux aborder ce match-là, éviter le syndrome du premier match, c'est-à-dire prendre le but très tôt, car c'est pas du tout évident. Parce que prendre un but matinal, ça peut déstabiliser l'équipe. Mais l'équipe, effectivement, a montré qu'elle était bien préparée. Pour ce match-là, c'est vrai que c'est un match de qualification. Mais pour se qualifier d'abord, il faut jouer ce match-là d'abord. Il faut le jouer avec beaucoup de sérénité, mais rester dans son propre projet. Ce sont les adversaires qui doivent s'adapter à notre système de jeu. Nous, on doit rester dans notre philosophie, on doit rester dans notre ligne de conduite. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas aborder ce match-là comme on a fait contre les Américains. Parce que comme tu as dit, effectivement, l'équipe du Pays-Bas, c'est une équipe très costaud qui a la tradition, surtout dans la gestion du ballon. Il ne faut pas trop les chercher loin dans leur zone. On va peut-être placer notre bloc dans la zone médiane, effectivement, pour réagir avec des comptes, parce que l'équipe du Pays-Bas est obligée, effectivement, d'imposer son jeu. Et nous aussi, si on est concentré sur notre philosophie, on peut venir à bout de cette équipe du Pays-Bas. Une autre équipe du Sénégal, celle-là des seniors qui jouent pour les comptes des éliminatoires de la CAN 2020. Le sélectionneur Aliou Cissé face à la presse jeudi prochain, ce sera à l'hôtel Goodred à Dakar. Il va publier la liste des joueurs qui vont jouer les deux matchs du 13 et du 19 novembre prochain. Le 13 sera à Thiès face à l'équipe du Congo et le 19 face à l'équipe de l'Estonie. On termine, Souleymane, avec le football en Espagne, le début de la 11e journée. L'équipe de FC Barcelone qui reçoit le Valladolid a pour mission de gagner pour occuper la première place du classement. Un classement donc dominé par l'équipe de Granada qui a 20 points. Le Barça est deuxième. Le Real de Madrid est sixième avec 18 points. À noter également ce soir l'Atlético Madrid qui fera face à Alaves. Merci Malal. RFM, la radio de toute l'actualité. Notre reportage Maoulid a un peu plus de 10 jours du Gamou de Tivaouane et partout au Sénégal d'ailleurs. Le Gamou de Tivaouane, c'est dans quelques jours et des disciples tidianes rencontrés à la rue 27 angle 4 de la Médina sont en plein dans les préparatifs pour la Daïra Sopé Dabar par exemple. Les disciples confectionnent des tenues ou uniformes pour permettre à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. En attendant, les fidèles préparent l'ouverture de la Bourda prévue ce soir. Reportage Oumokal Somli. Le vieux Biramsar, trouvé devant sa maison, le téléphone à l'oreille, écoute les zikrs de Seydi El Hadji Malick. Le Gamou pour lui revêt une dimension fédératrice. C'est un événement important qui doit être célébré. Même pour l'ouverture du Bourd aujourd'hui, je le prépare, mais je vais faire cela à Dakar. Marem Sow est membre du Daïra Sopé Dabar. Pour leur mouvement, il faut mettre des tenues identiques le jour du Gamou pour mettre tout le monde sur le même pied. On prépare le Gamou, la nuit du prophète. Il n'y a pas un événement aussi important que ça. Notre Daïra Sopé Dabar, nous faisons des tenues uniques. C'est une manière de mettre tout le monde à l'aise. Chez les tailleurs, ce n'est pas encore le grand rush, mais Serigne Gueye parvient tant bien que mal à faire un chiffre d'affaires. Le Gamou, c'est aussi un événement très important pour nous les tailleurs parce que avec les uniformes, on peut avoir beaucoup de commandes et quelque chose à se mettre dans la poche. J'ai même des commandes pour des tenues. Il y a beaucoup de gens qui célèbrent le Gamou chez eux, mais qui demandent à faire de nouvelles tenues pour l'événement. Le Gamou commémore la naissance du prophète Mohammed, de paix et salut sur lui. C'est la plus importante fête religieuse des Tidjanes et dans d'autres foyers religieux. Toutefois, les disciples sont appelés à fêter l'événement dans la ferveur. 12h38, bienvenue à Point de vue. Nous parlons de la ligne de conduite et de la ligne de communication que le président Macky Sall impose à ses partisans au sujet du troisième mandat, de la question du troisième mandat.
à la lumière des limogeages de Sori Kaba et plus récemment de Moustapha Diakhaté. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Mor Faye, spécialiste de la communication, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Docteur Mor Faye, bonjour. Bonjour, monsieur. Hassan Samb également est avec nous. Il est analyste politique et directeur de publication de Réumi Quotidien. Bonjour Hassan Samb. Bonjour Suleiman. Bonjour. D'abord, le docteur Mor Faye, spécialiste de la communication. Est-ce que l'instruction ferme donnée par le chef de l'État à ses partisans de ne pas dire un seul mot sur cette question de sa candidature ou pas à un troisième mandat peut tenir lieu de stratégie de communication et surtout, est-ce que cette ligne est tenable? Est-ce qu'elle est viable à long terme? C'est une ligne qu'on voit s'afficher de plus en plus avec ce qu'on a constaté dans l'actualité. Mais c'est une ligne qui va être extrêmement difficile à tenir parce que quand même l'ensemble des populations attend du chef de l'État qu'il affiche clairement en fait sa position vis-à-vis d'un éventuel troisième mandat qu'on lui prête en fait de vouloir briguer. Et il ne peut pas indéfiniment ne pas dire un mot là-dessus au risque en fait d'installer un certain clair obscur par rapport à cette question-là qui est une question centrale. Parce que de par le passé, il y a eu un précédent, par exemple, quand son prédécesseur Abdoulaye Wade avait quand même à la surprise générale voulu briguer un troisième mandat, ça avait été un tollé et on a vu ce que ça a créé en termes de mouvements, de manifestations populaires contre ce fait-là. Donc les gens en fait l'attendent qu'ils disent clairement si oui ou non l'intention qu'on lui fait est établie ou pas. Sinon, si à coup de limogeage en fait il canalise ceux qui sont avec lui par rapport à cette question-là, c'est à terme c'est contre-productif. Ça va même confirmer l'intention qu'on lui prête là. De ce point de vue, il faut vraiment que cette question soit réglée et par lui-même en fait, et par lui-même. Merci. Maintenant, la lecture politique avec vous, Hassan Samb, analyste politique et directeur de publication de Réumi Quotidien. Au sein de l'APR et de la majorité présidentielle en général, c'est l'omerta totale, à l'exception de certaines, personnalités qui s'expriment sur cette question. Pour des raisons plus ou moins avouées. D'ailleurs, certains soupçonnent ceux qui se sont exprimés ouvertement et de façon virulente de vouloir passer pour des martyrs. Quelle est l'analyse politique qu'on peut faire de la situation actuelle? Merci. Je peux simplement dire qu'il me semble que la question du troisième mandat est une question très sensible. Le professeur l'a dit, il faut bien faire trancher le débat un jour. Clairement, c'est encore fait, c'est pas bien, mais j'ai l'impression que ce séminaire sur la communication gouvernementale a bon dos. On lui met tout sur le dos, alors qu'en réalité, à mon avis, tout cela, ce n'est qu'un prétexte. C'est symptomatique des difficultés, des tiraillements qu'il y a au sein de la majorité. C'est ça, justement, au sein soutenu de la paix. Toutes les personnes, toutes les personnalités défenestrées, jusqu'ici, avaient des difficultés, à mon avis, effectivement, à bien se mouvoir dans le parti, donc à se tenir correctement. Et c'est ça qui pose problème. Je pense que le président a pour souci de mettre de l'ordre, de remettre de l'ordre dans ses rangs, de mettre fin à la guerre de sécession, de taire les velléités de positionnement de certains. Et c'est ce qui fait justement que certaines personnalités sont défenestrées. J'avais l'information. La ligne est très mauvaise avec vous, Hassan Samb. Est-ce que vous pourriez peut-être éviter de toucher le câble si vous êtes sur une ligne fixe? On reviendra à vous tout à l'heure en espérant qu'on aura réglé ce problème. On vous entend très mal. Docteur Mor Faye, spécialiste de la communication. Évidemment, il y a la lecture purement théorique, communicationnelle, mais il y a la lecture politique également. Là-dessus, est-ce que vous pensez que l'APR
la majorité présidentielle sortiront indemnes de cette crise justement du troisième mandat, même si certains ne souhaitent pas qu'on l'appelle déjà ainsi, qu'il ne faudrait pas créer une tempête dans un verre d'eau, mais il s'agit là bien d'une crise puisque deux personnalités quand même importantes du régime ont été limogées et quiconque s'aventurera à évoquer cette question pourrait être victime également du décret du président de la République. Est-ce que la majorité et le parti présidentiel sortiront indemnes de cette phase assez critique? À mon avis, ce qui se passe actuellement dans le camp présidentiel montre vraiment la faiblesse en général de nos partis politiques. Parce que des questions aussi importantes devaient être prises en charge par les partis politiques. La question de la succession, la question en fait de qui doit pouvoir en fait dans une sorte de compétition interne doit pouvoir briguer le troisième mandat, du moins doit pouvoir succéder à Macky Sall. Toutes ces questions-là, à mon avis, si on avait affaire à des partis politiques relativement structurés, devaient pouvoir être pris en charge et traités dans les partis politiques. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a affaire à des partis politiques très personnalisés, où les constantes sont les fondateurs de ces partis-là. Et évidemment, ça peut installer une sorte de remue-ménage à chaque fois qu'on aborde des questions principales, des questions aussi importantes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que l'APR, en tant que parti politique, n'est pas préparé en fait à régler cette question-là en interne. Et c'est ça qu'on voit en termes de conséquences par rapport à quiconque parle d'un troisième mandat que le président Macky Sall veut briguer ou non. Une dernière question pour vous, Dr Morfeil. Au confluent du politique, du technique et du juridique d'ailleurs, aujourd'hui, les membres de la majorité présidentielle et du parti APR notamment font face à un dilemme. Ils sont tiraillés entre l'impératif de la liberté d'expression consacrée par la Constitution et l'impératif de la discipline de parti qui les oblige aujourd'hui à se taire quand bien même ils auraient des idées. Qu'en pensez-vous personnellement? C'est un dilemme extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas être dans un camp politique sans épouser en fait les instructions, les orientations, mais en même temps aussi en tant que militant, on est aussi citoyen, on a un point de vue par rapport à comment les choses doivent se passer dans la vie politique du pays. Ça c'est vrai, mais ça me renvoie à ce que je disais en fait au départ, c'est-à-dire que c'est une question aussi essentielle. Il faut que le président Macky Sall se prononce clairement. C'est ça, en fait, la clé par rapport à cette question-là, qui n'a pas encore de solution ou dont les solutions se traduisent en termes de limogeage. Merci à vous, Dr Morfeil. Je vous salue particulièrement parce que ceux qui nous connaissent le savent. Nous sommes des camarades de promotion au Prytanée militaire de Saint-Louis. Alors, Hassan Samb, dernière question à vous. Sur le même sujet, il y a quand même une hiérarchie des normes. Est-ce qu'on peut sacrifier la liberté d'expression de chaque militant de l'APR ou membre de la majorité présidentielle pour quand même la discipline de parti, étant entendu qu'un parti est une association privée? Est-ce que le président, en imposant l'omerta dans son parti, ne serait pas tenté de le faire également dans ses responsabilités nationales en tant que président de la République? Y a-t-il pas un risque à ce niveau-là? Oui, ça montre un peu les difficultés qu'il y a au niveau de la communication gouvernementale, c'est clair, mais aussi au niveau de la communication au niveau de l'APR. Ce qui se passe, c'est que au sein de ce fameux séminaire, le président n'avait pas évoqué, si on se fie à Mamadou Thiam, le président n'avait pas évoqué les sujets qu'il ne fallait pas aborder. Il a surtout évoqué les sujets qu'il fallait aborder, c'est-à-dire le PSE, tous les projets en cours, défendre son bilan.
mais il avait soigneusement évité d'évoquer effectivement les sujets sensibles qu'il fallait éviter. Mais d'ailleurs, à ce propos, Moustapha Cissé Lo évoque tous les sujets aisément, sans anicroche, sans conséquence. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne au sein de la majorité. Ce qui se passe, c'est que quelque part, le président semble avoir des difficultés à maintenir une certaine discipline interne. On a vu le cas IASO, qui est quand même spectaculaire en quelque sorte. Donc il y a un problème de discipline interne, il y a qui n'est pas victime de la même rigueur. Voilà, il y a une guerre de succession, il y a des velléités, selon certains, de faire un troisième mandat, toutes difficultés qui font que justement il y a une sorte d'anarchie, voilà, où personne ne sait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire. Les gens sont là, circonspects. Moi, j'ai des amis au niveau de la paire, quand j'appelle, ils se mettent à rire d'abord parce que là, ils ne savent pas trop à quel sens se vouer. Je pense qu'il y a une forme d'anarchie et c'est évoqué par le professeur Panto. Ce qui explique cela, c'est justement la trop grande centralisation. C'est le président et la personnalisation des choses. C'est le président qui gère tout au sommet et il n'est pas forcément hermétique, accessible. Je veux dire qu'il est un peu hermétique. Il n'est pas accessible. Tout le monde ne peut pas accéder au président. Tout le monde ne peut pas parler au président. Et quelque part, il faudrait bien que les instances fonctionnent correctement. Et là, c'est là où il y a la difficulté principale. Merci à vous, chers confrères.